Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Recevoir une offre d'emploi, c'est une émotion assez unique. Il y a cette vague d'excitation, de validation, mais juste derrière, il y a aussi une pointe d'appréhension. Et la tentation est immense, surtout après une longue recherche, de dire oui tout de suite. Ah oui, sans trop réfléchir. Voilà, on a l'impression d'avoir atteint la ligne d'arrivée. C'est une réaction très humaine, mais ce qui est intéressant dans les documents qu'on a sous les yeux, c'est qu'ils nous invitent à voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire ? L'offre d'emploi, en fait, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le début d'une enquête. Accepter, c'est pas seulement changer d'employeur, c'est une décision vraiment stratégique. Ça va influencer l'épanouissement, l'équilibre de vie, et puis la carrière pour les années à venir. J'aime beaucoup cette idée d'enquête. Ça change complètement la perspective. Oui. On n'est plus un candidat passif, on devient un investigateur actif. Alors pour cette enquête, on a plusieurs pistes à explorer, on va dire. Plusieurs pièces à conviction à rassembler. Exactement. On va se pencher sur les missions réelles du poste, décrypter la culture d'entreprise, au-delà du discours officiel, bien sûr. Bien sûr. On va parler argent et négociations, puis évaluer les perspectives d'avenir, et, enfin, ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Alors par où on commence notre investigation, Ève ? Le point de départ, c'est la fiche de poste. C'est la première pièce. Mais on a tous entendu des histoires d'amis, de collègues où le job de chef de projet innovant se transforme en spécialiste du copier-coller sur Excel. C'est ça. Ce décalage entre la promesse et la réalité, c'est un piège classique. Comment on fait pour pas tomber dedans ? La clé, c'est de passer du flou au concret. Les fiches de poste sont souvent écrites par les RH avec des termes très vagues comme proactif, dynamique, gestion de projets transversaux, enfin... Des mots qui veulent tout et rien dire. Voilà. Pour percer ce brouillard, il faut poser des questions qui forcent l'interlocuteur à donner des exemples tangibles. Par exemple ? Au lieu de demander quelles sont mes missions, on peut demander à quoi ressemble une semaine type pour la personne à ce poste. Quelles sont les 3 tâches qui prendront le plus de temps ? Ah, c'est plus précis ça. Oui. Ou une autre question redoutable, c'est quels sont les 3 objectifs prioritaires sur lesquels je serai évalué dans les 6 premiers mois ? La précision de la réponse est un indicateur en soi. C'est malin, ça force à quantifier et à qualifier, et j'imagine que demander des exemples de projets récents, c'est aussi un bon moyen de tester la véracité du discours, non ? Exactement. Demandez « Pouvez-vous me donner un exemple de projet récent mené par l'équipe ?» et, surtout, les défis rencontrés. Ça révèle énormément de choses. On voit le niveau de complexité, l'autonomie. Pas seulement, on découvre aussi la façon dont l'équipe parle des difficultés. Est-ce qu'ils sont transparents sur les échecs ou est-ce qu'ils blâment d'autres services ? C'est un premier aperçu de la culture, en fait. Tout à fait, et ça mène à une autre question essentielle, la place dans l'organisation. Oui, la fameuse place dans l'organigramme, ça peut sembler être un détail un peu formel, mais en réalité, c'est crucial. C'est bien plus qu'un détail, c'est comprendre où se situe le pouvoir et l'influence. Les questions à poser sont simples. À qui le poste rapporte-t-il directement ? D'accord ? Mais aussi, avec quels autres services aurais-je le plus d'interactions ? Si on vous dit que vous allez travailler en étroite collaboration avec le service juridique, ça n'implique pas les mêmes délais qu'une collaboration avec le marketing. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Savoir ça, c'est anticiper les dynamiques relationnelles. C'est comprendre si on aura les coups des franches ou si on sera constamment bloqué par des validations multiples. C'est une question de survie, quoi. Ces interactions, elles ne dépendent pas que de l'organigramme, mais de l'ambiance générale, de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Mais honnêtement, c'est pas un peu un mot fourre-tout, ça ? Si, un peu. Toutes les entreprises se disent bienveillantes et innovantes sur leur site web. Comment on fait pour gratter le vernis et voir ce qui se cache vraiment derrière ? C'est la question à $1 million. Et ce qui est fascinant dans l'analyse qu'on a, c'est qu'elle propose justement de ne jamais croire le discours officiel. Il faut chercher les preuves. Comment ? Une technique, c'est de poser des questions sur la gestion des moments difficiles. Pouvez-vous me raconter comment l'équipe a géré le dernier gros rush ou une crise inattendue ? Ah, malin ! C'est dans l'adversité que le vrai visage d'une culture se révèle. Est-ce que c'est la solidarité qui prime ou le chacun pour sa peau ? Est-ce que le management soutient ou met la pression ? Ça me fait penser à un conseil qu'on trouve dans nos sources. Jouer au détective lors des visites dans les locaux. Observer les signaux faibles.
Les gens ont l'air stressés ou détendus. Ils se parlent en souriant ou ils ont tous un casque sur les oreilles. En évitant les regards, c'est tout à fait ça. L'espace physique est un excellent révélateur. Une boîte qui prône la collaboration mais où tout le monde est dans un open space assourdissant, c'est un drapeau rouge. C'est clair. Et cette observation, elle doit s'étendre au style du futur manager. C'est sans doute la relation la plus déterminante pour le bien-être au quotidien. L'analyse oppose très justement la microgestion à la confiance. La source suggère même de demander un entretien informel avec le futur manager. C'est une super idée, mais est-ce que ça risque pas d'être mal perçu? C'est un risque, oui, tout dépend de la manière de le formuler. Faut pas le présenter comme un interrogatoire, mais plutôt comme un désir de mieux comprendre l'équipe. Comment on pourrait dire ça? On peut dire. Pour bien me projeter, j'apprécierais beaucoup de pouvoir échanger 15 minutes avec mon futur manager pour parler de nos méthodes de travail. D'accord, la réaction de l'entreprise à cette simple demande est déjà une information capitale. S'ils refusent ou semblent agacés, ça en dit long sur leur transparence. Et s'ils sont enthousiastes, c'est bon signe? C'est un excellent signe. D'accord. Donc, on a une idée plus claire du poste, de l'environnement, mais soyons honnêtes, pour beaucoup de gens, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien sûr. On en arrive à la négociation du package. Et le mot package est essentiel. L'erreur classique, c'est de se focaliser uniquement sur le salaire brut annuel. C'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tout le reste. Exactement. Il faut absolument demander une décomposition claire de tous les chiffrés. Le fixe, bien sûr, mais aussi le variable. Est-il garanti? Basé sur quels objectifs? Sont-ils atteignables? Et puis il y a les primes, la participation, l'intéressement, les stock options. Chaque élément a une valeur. Et parfois, les avantages en nature peuvent faire une énorme différence. Absolument. Je pense à un exemple concret où un candidat hésitait entre deux offres. L'une avait un salaire supérieur de 5 000 €. Ce qui n'est pas rien. Non. Mais l'autre offrait 15 jours de RTT en plus, une excellente mutuelle pour toute la famille, un budget formation de 3 000 € par an et la prise en charge à 100% des transports. Ah oui, quand on met tout bout à bout, En calculant la valeur réelle de ces avantages, la deuxième offre était en fait bien plus intéressante pour son projet de vie. c'est un excellent point. Mais qu'en est-il de l'avenir? Un salaire, c'est une chose. Son évolution, c'en est une autre. Les entreprises sont souvent très vagues là-dessus. Quel est le vrai signal à chercher? Le vrai signal, c'est quand la réponse n'est pas vague. Le diable est dans la précision. C'est-à-dire? Si à la question « Quelle est votre politique de révision salariale ?», on vous répond « On est méritocratique », c'est un immense drapeau rouge. Ça veut dire que c'est arbitraire. Par contre, si on vous dit « Les revues de performance ont lieu en juin, elles sont basées sur telle grille et la moyenne d'augmentation l'an dernier était de 4%, là, vous avez une information tangible. D'accord, là on peut se projeter. C'est sur cette base qu'on peut se projeter, pas sur des promesses floues. Ça me semble être un excellent test, en fait. Si l'entreprise est claire sur l'argent, elle le sera probablement sur d'autres sujets. Et cette idée de se projeter, ça nous amène à la suite, les perspectives d'évolution. Exactement. Il faut voir ce poste non pas comme une destination, mais comme une plateforme de lancement. Et là, il y a deux types de progression à évaluer. Lesquels? D'abord, la progression verticale, la promotion, quoi. Il faut poser des questions directes. Quelles sont les passerelles possibles depuis ce poste? Avez-vous des exemples récents? Ah oui, les exemples récents, c'est important. Si les exemples datent de 5 ans, méfiance. Une entreprise qui encourage vraiment la mobilité interne, elle a des histoires fraîches et précises à raconter. Et le deuxième type de progression? C'est la progression horizontale, le développement des compétences. Un bon job doit nous rendre plus employables. Du coup, il faut enquêter sur la politique de formation. Y a-t-il un budget individuel? L'entreprise encourage-t-elle à passer des certifications, à aller à des conférences? Et il n'y a pas que la formation formelle, j'imagine. Non, bien sûr. Il faut regarder s'il y a du mentorat, des projets transversaux pour apprendre d'autres métiers. C'est parfois là qu'on apprend le plus. Mais toutes ces belles promesses d'évolution, elles ne tiennent que si l'entreprise elle-même est solide, si le navire coule. Peu importe la qualité de la cabine, c'est vrai. Comment on peut évaluer la santé d'une entreprise sans être expert comptable? Il s'agit d'une évaluation des risques, tout simplement. On n'a pas besoin de faire une analyse financière poussée. Il faut chercher des signaux. Comme quoi? D'abord, sa santé financière. Si c'est une grande entreprise, les résultats sont souvent publics. On peut regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Ça progresse ou ça stagne? On peut chercher des articles de presse. Est-ce qu'ils annoncent des investissements ou plutôt des plans de restructuration? Et le secteur d'activité aussi, j'imagine. Oui, le contexte du secteur. Est-ce qu'il est en croissance, en difficulté? Se renseigner sur les concurrents, les défis du marché.
Ça donne une vision macro qui permet d'évaluer la pérennité de son emploi. On arrive au dernier volet de notre enquête, et c'est pas le moins important, loin de là. Non. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le discours des recruteurs est souvent idyllique, mais la réalité... Peut être très différente. C'est un sujet où le décalage est souvent le plus grand. Pour aller au fond des choses, il faut s'intéresser à la charge de travail réelle. Comment on aborde ça? Une bonne question, c'est comment se répartit la charge de travail sur l'année? Y a-t-il des périodes de pic d'activité? Savoir qu'il y a un tunnel de 2 mois chaque année, ça permet de s'y préparer. Et la question des heures supplémentaires, c'est un peu tabou, non? Ça peut l'être, mais il faut oser demander. Les heures supplémentaires sont-elles fréquentes? Et si oui, comment sont-elles gérées? La réponse, qu'elle soit franche ou évasive, est très instructive. C'est vrai, mais j'imagine que beaucoup de candidats ont peur de poser ces questions, peur de passer pour quelqu'un qui veut en faire le moins possible. C'est une crainte légitime. Tout est dans la formulation. Oui, Au lieu de dire « est-ce qu'on fait beaucoup d'heures sup ?», on peut l'aborder sous l'angle de l'organisation. Pour bien comprendre le rythme, pouvez-vous me dire comment l'équipe s'organise pour respecter les délais lors des pics d'activité? ah oui, c'est plus professionnel. C'est une façon plus fine de poser la même question. Et ça se connecte au style de management. Un bon manager planifie le travail, il n'a pas besoin que son équipe fasse 50 heures par semaine. Un mauvais manager crée l'urgence en permanence. Le fameux droit à la déconnexion, c'est aussi un bon indicateur, j'imagine. C'est un excellent test. On peut demander quelle est la culture de l'entreprise concernant les emails en dehors des heures de travail? Et puis, bien sûr, il y a la flexibilité. Télétravail, horaire. Exactement. La politique de télétravail est-elle claire ou c'est au bon vouloir du manager? Les horaires sont-ils flexibles? Tout ça en dit très long sur la culture de confiance. Notre enquête touche à sa fin. On a rassemblé tous nos indices, le poste, la culture, le package, les perspectives, l'équilibre de vie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, pour cette dernière étape, le meilleur conseil, c'est de prendre son temps. Ne jamais répondre à une offre à chaud. Sous le coup de l'émotion? Jamais. Il faut se laisser au moins 48 heures, poser tout ça sur papier, faire une colonne pour, une colonne contre, mais surtout, pondérer chaque élément en fonction de ses priorités du moment. Chacun les siennes. Oui. Pour quelqu'un en début de carrière, l'apprentissage sera peut-être le critère numéro 1. Pour un jeune parent, la flexibilité sera non négociable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et il faut accepter qu'aucun poste ne sera parfait. L'objectif, c'est pas trouver l'entreprise idéale qui coche toutes les cases. C'est une chimère, exactement. Le but de cette enquête, c'est de trouver la meilleure adéquation possible à un instant T. C'est de prendre une décision en toute connaissance de cause, en étant conscient des points forts, mais aussi des compromis qu'on accepte de faire. Ça permet d'aborder la suite plus sereinement. Oui, on fait un choix plus serein, on arrive mieux armé pour la négociation finale, et on démarre cette nouvelle aventure avec beaucoup plus de confiance. C'est un excellent mot de la fin. On a vu toutes les questions à poser à l'entreprise pour mener son enquête. Mais si on retournait la perspective pour notre dernière pensée. Je t'écoute. On a beaucoup parlé de ce qu'on peut demander au manager ou au RH, mais l'analyse ne mentionne pas une question, peut-être la plus révélatrice de toutes, à poser à un futur collègue si on en a l'occasion. Quel a été le plus grand défi pour la personne qui occupait ce poste avant moi? Que pourrait bien révéler la réponse à cette question, qu'aucune autre ne pourrait jamais dévoiler?